Et les amis, bonjour. On est le 22 juillet, mardi 22 juillet, et j'ai joie à vous retrouver pour un moment interview avec Abel, qui est à mes côtés. On est dans la région de Vannes, dans le Morbihan. Et pour donner un tout petit peu de contexte, j'ai rencontré Abel il y a 2 semaines de cela, peut-être 10 jours, 2 semaines, 10 jours, à un festival, le Bolo Festival à Asserac. Et ben, j'ai été touché par la présence d'Abel, par son chant. Il a fait un chant de guérison qui m'a parlé à titre personnel. Et voilà, j'ai spontanément demandé à Abel si ton interview pouvait se réaliser. Et il a dit oui. Entre-temps, j'ai retrouvé Abel à une soirée avec Marc Vella. Donc ça a tissé un petit peu voilà, le fait que je puisse rencontrer l'univers d'Abel, ses chants et sa démarche. Et on va parler de ça, sa démarche, parce que c'est une belle démarche, une belle vie riche, Abel. Et donc, on va essayer de tisser un moment là ensemble pour vous faire goûter un petit peu voilà, le témoignage de sa vie et de ce qu'il propose. Donc, Abel, je suis très content d'être avec toi. Ben, merci, bienvenue, bonjour à tous et à toutes, Voilà, c'est ou ça. à toutes et à tous. Par quoi on commence? Parce que tu as une vie hyper riche. Moi, il y a des axes que j'ai vus dans ta vie. Il y a la guérison, le chant, euh, la transmission, l'enseignement, qui sont sortis de ton chemin de vie comme ça. Je sais pas par lequel on va passer, mais peut-être le transmettre quelque chose a quand même marqué, quand même, je trouve, ton début de vie. Parce que dès 8 ans, je crois que si mes mémoires est bonne, Oui, il y a enfin, quelque chose, une fibre en fait, de transmission qui est là. Tu peux parler un peu de ça ou... je suis tombé dans une marmite de potions pédagogiques. Ah voilà, c'est ça. Un peu T'es un comme fan Obélix. d'Astérix, non? Oui, mais moi, c'était pas la potion magique, c'était une potion pédagogique. Moi, Hmm. j'ai un don pour enseigner depuis que je suis tout petit, mais à 9 ans, j'avais appris à un enfant qui avait peur de l'eau à nager. Hmm. Il y avait un enfant qui était là, moi, je savais nager, et ça, il avait peur de l'eau, et spontanément, je l'ai aidé à plus avoir peur de l'eau, puis à apprendre à nager, quoi. Et à partir de 12 ans, j'ai enseigné à toute ma famille à skier. Parce que j'habitais Grenoble, donc j'avais commencé le ski à 8 ans, je crois. Et à 12 ans, j'enseignais à toute la famille. Hmm. Mais je n'avais pas pris aucun cours de rien du tout, hein. C'était simplement spontanément. Ça Hmm. venait tout seul, quoi. Et à 15 ans, je me suis retrouvé au club des sports. Là où on avait notre maison de campagne, ils ont construit une station de ski. Et le club des sports a commencé. Il y a eu un club de compétition. J'ai fait une demi-journée, ça ne m'a pas plu du tout. Et du coup, je me suis retrouvé à enseigner avec les petits à Hmm. partir de l'âge de 15 ans, puis j'ai plus jamais arrêté. J'ai enseigné le ski pendant des années, je suis devenu professionnel, j'ai fait tout un parcours, puis après du ski, je suis parti à autre chose. Et qu'est-ce que tu reconnais aujourd'hui de ce que tu captes dans le besoin pour faire passer quelque chose? Oh, depuis, j'ai appris qu'il y a deux façons d'apprendre, Hmm. en enseignant ou en étant enseigné. Ok. C'est juste une autre façon d'apprendre. Enseigner, c'est une autre façon d'apprendre. Oui. Ok. Tu as des gens qui ont le don pour ça, et la vie va leur permettre d'enseigner parce on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. C'est ça. Hmm. Ça, je l'ai lu dans Richard Bach, hein. Donc, ce que tu enseignes, tu ne le sais pas encore en fait. Ça Non, se révèle dans si, mais en même l'apprentissage. temps, tu as besoin de le dire aux autres pour que toi-même tu l'entendes de Ok. façon, et que tu Hmm. l'incarnes petit à petit, quoi. Hmm. Il y a un livre de Richard Bach qui s'appelait Le Messie récalcitrant, maintenant ça s'appelle L'illusion. Il y a plein de petites choses comme ça. On enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. C'est ça. Ce que tu apprends, tu le sais déjà. Et enseigner, c'est permettre aux autres de découvrir ce qu'ils savent déjà. C'est ça. Moi, j'ai vérifié ça. Hmm. Ma vie m'a permis de vérifier ces affirmations de sagesse, que c'est vrai qu'on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui te passionne à enseigner, c'est parce que tu as quelque chose à Hmm. apprendre à l'intérieur de ça. Hmm. Et moi, le fait d'enseigner, ça m'a appris plein de choses de la vie, ça c'est sûr. Ça a été mon maître. L'enseignant à l'intérieur a été mon maître. C'est ça. Et donc, de fait, ça t'a une vie où, quand on regarde un peu, je vous mettrai le site hein, d'Abel sous l'interview, mais tu as une vie de. Bon, on le dit facilement, ça, pour des personnes qui sont en chemin, mais avec de plusieurs vies dans une vie. Ouais, Parce que tu as été agriculteur, tu as fait de l'enseignement thérapeutique, thérapeute, enseignant, chanteur, euh, donc plein de vies. ouais, je suis. En fait,
je me suis retrouvé à l'université. Hein. Euh, Quand tout le monde allait à l'université, je me suis retrouvé à l'université. Moi, je voulais faire enseigner le sport. J'étais passionné par le sport. J'étais tout le temps dehors. Mais j'avais jamais fait de compétition. J'étais très doué en pédagogie, mais j'avais jamais fait de compétition. Et à l'époque, pour faire des études et pour devenir enseignant de sport, il fallait être performant en compétition. Avoir des performances, comme moi, j'avais rien. Donc, j'ai jamais pu rentrer pour être ni prof, ni même au CREPS, quoi. J'ai jamais pu faire ça parce que j'avais rien à ce niveau-là, quoi. J'étais pas du tout quelqu'un de performance. J'étais très doué pour la pédagogie, mais ça comptait absolument pas. C'est un comble, hein, parce qu'ils sont censés former des profs et ils prennent pas les gens qui sont pédagogues. Ils prennent des gens qui ont des performances. Ouais. C'est fou. Ouais, alors qu'en plus, quelqu'un qui a des performances, il n'est pas forcément pédagogue. Exactement. Ça n'a rien à voir. Mais bon, c'était comme ça, j'ai pas pu. Donc, moi, j'habitais loin de la fac. Je ne savais pas comment aller à la fac. J'avais un copain qui habitait pas très loin de chez moi, qui avait une voiture et il a fait Sciences Éco. Donc, j'ai fait Sciences Éco. Ça m'a pas passionné. Ça ne me passionnait pas, mais j'étais tout le temps au ski en fait. J'ai passé l'hiver. L'hiver, à ce moment-là, quand j'étais étudiant, je faisais 100 jours de ski par an. 100 jours de ski par an dans l'année universitaire. Je te dis pas, ça fait pas beaucoup de jours où j'allais à l'université. Hein. J'étais tout le temps au ski. L'appel de la montagne, du blanc. Et puis après, tous les copains que j'ai rencontrés en Sciences Éco, donc j'ai fait le DUG, et puis ils ont tous passé un concours pour faire l'école de commerce. Et comme les seuls copains que j'avais faisaient l'école de commerce, j'ai passé le concours. Et comme j'étais... C'est pas que j'apprenais facile. En fait, j'avais compris depuis tout jeune que pour avoir des bonnes notes, il faut dire aux profs ce qu'ils ont envie d'entendre. J'avais l'art de savoir dire aux profs ce qu'ils avaient envie d'entendre, donc j'apprenais rien en fait. Juste quelques petites choses. Je savais ce qu'il fallait leur dire pour avoir des bonnes notes et je me débrouillais comme ça. J'avais des super bonnes notes en faisant rien, quoi. Ça dégoûtait plein de monde, mais moi ça ne me passionnait pas tout ça. Ce qui me passionnait, c'était le ski. Ça, j'adorais enseigner et j'ai appris plein de choses. J'ai essayé plein de choses. J'adorais découvrir, j'adorais expérimenter en fait. C'est ça. Et le chant est déjà dans cette... Parce que le chant, les amis, vous allez apprendre que Abel est un chanteur notamment de mantra, mais de chant de guérison. Le chant a toujours été là. En fait, quand j'avais 15 ans, mes parents sont revenus d'Espagne avec une guitare. Alors, je ne sais pas où ils ont pêché cette idée, parce que chez nous, personne ne faisait de musique, la musique n'était pas présente. Ils ont ramené une guitare. Bon, après, c'était pas très content, parce que j'étais tout le temps en train de la gratter. J'ai appris une chanson, puis je la répétais 10 fois, 100 fois par jour. Et j'ai appris comme ça, juste à l'oreille. Un chant qui me plaisait, puis après j'ai appris un deuxième, puis après un troisième, puis après un quatrième. J'avais acheté un livret où c'était marqué où il fallait mettre les doigts pour faire les accords. Donc quand il y avait les chants qui étaient notés, les accords, je regardais où il fallait mettre les doigts. Puis à force de faire des chansons comme ça que j'aimais bien, j'ai commencé à avoir de l'oreille et à pouvoir essayer de trouver les accords sur des chants que j'aimais où je ne savais pas les partitions, quoi. Et puis ça s'est développé comme ça, quoi. Au bout d'un moment, je pouvais chanter des heures et des heures et des heures et des heures. Je connaissais 700 chants, 800 chants, je sais pas. Tous les trucs qu'on fait dans les colonies de vacances, autour du feu, tout. Graham Morin, Georges Brassens, Renaud et tout. J'avais aussi l'art un peu d'imiter les voix. Et à cette époque-là, donc de découverte de adolescence et début d'adulte, tu as déjà une aspiration spirituelle qui s'est pointée, qui se pointe? Non, pas vraiment comme ça, non. Okay. C'est plutôt les épreuves de la vie, quoi. Ouais, à 15 ans, mon meilleur ami a été tué. Quand j'ai commencé à enseigner le ski, je faisais beaucoup de vélo. Et j'avais un ami, c'était comme mon frère, on était tout le temps ensemble. Donc on faisait beaucoup de vélo ensemble. Il était aussi skieur, donc on faisait beaucoup de ski ensemble. On faisait beaucoup de bêtises, parce qu'on descendait très vite. On sautait des bosses pas possibles, on allait faire des trucs impossibles dans la neige. On prenait pas mal de risques, mais on était tout le temps ensemble. Et un jour, il me dit, je sors mercredi avec mon père, tu peux venir? Non, je vais travailler au club des sports, j'enseigne avec les petits. Et ce jour-là, il a été tué par un camion, en bas de la station. Et ça a été une épreuve, une très grosse épreuve de ma vie, ça. Parce que tu perds un frère, un ami. Ouais, c'était la seule personne avec qui je partageais des choses. Moi, dans ma famille, c'était une famille où le non-dit avait toute sa place. Il y a eu beaucoup de violence dans ma vie, beaucoup de non-dits. Personne ne me connaissait dans ma famille. Je disais jamais rien, quoi. Donc là, c'était un ami avec qui je partageais tout, quoi. C'était vraiment comme un frère.
qu'il s'en aille. Ça a été une sacrée épreuve, surtout que la famille a fait comme si j'étais un peu de l'enfant de la famille, quoi. Je me suis retrouvé comment on appelle ça, aux obsèques avec la famille, où tout le monde qui passe, qui te dit condoléances, condoléances. Et j'ai pas pleuré, pas un pet, parce que je sais pas, il fallait que je sois un homme, donc j'ai pas pleuré. Mais après, c'est venu après. Après, il a fallu que je fasse tout un travail pendant des années pour libérer tout ça, parce que toute la violence que j'ai, ma seule issue dans ma famille au départ, c'était de faire du sport intensément, quoi. Je me suis défoncé en sport parce que toute cette violence que j'avais à l'intérieur, il fallait qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre, quoi. Donc je forçais énormément, je faisais du vélo, je chronométrais tout, j'allais plus vite que les pros des fois. Dans les descentes, ça c'est sûr, j'allais plus vite que les pros du Tour de France, hein. Je descendais plus vite parce que j'étais vraiment fou. et sur le plat, j'allais très très vite aussi, enfin, je forçais énormément, quoi. J'ai fait beaucoup d'efforts, et en ski, je faisais aussi beaucoup d'efforts parce que j'ai beaucoup travaillé avec des skieurs de très haut niveau, pas en compétition, mais du coup on faisait toutes sortes de hors-pistes, on faisait que des trucs un peu dingues, quoi. Des grands dénivelés, des descentes. Et ça, c'était une alternative, en fait, à la violence, en fait. C'était quelque chose... tout ce qu'il y avait à l'intérieur, il fallait que ça sorte d'une façon ou d'une autre, quoi. Et pour moi, ça sortait. Le sport, ça a été mon... C'est pas que ça te permet de guérir, parce que c'est juste l'un des fouloirs, c'est un peu le trop-plein, il fallait qu'il sorte, quoi. Et ça te permet juste que le trop-plein sorte et que tu capotes pas. Mais bon, c'est pas non plus le plus pertinent, parce que maintenant, mon corps est tout abîmé, hein. J'ai un corps tout abîmé, et du coup... c'est pas très agréable pour la vie, mais j'avais pas d'autres alternatives, quoi. Je pouvais pas m'en sortir autrement que comme ça. Après, j'ai commencé tout un travail, mais c'est venu petit à petit, quoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que le ski, c'était le seul endroit où j'étais libre, en fait, dans le ski. J'étais vraiment moi-même. Et j'ai commencé à enseigner, donc tout le potentiel qu'il y avait à l'intérieur, il sortait, mais je me rendais pas compte des choses, hein. C'est les gens qui me disaient, c'est incroyable, tu parles pas aux gens de la même façon, tu dis pas les mêmes choses aux gens, tu as une sensibilité. Moi, je voyais rien. J'étais pas conscient de ça. J'étais pas conscient de tout ce qui est des différentes qualités qu'il y avait à l'intérieur. Moi, j'enseignais parce que ça me passionnait, quoi. C'était le seul endroit où je me sentais bien et j'adorais ça, quoi. Donc moi, ça a été ma soupape. Mais en même temps, ça a été mon guide. L'enseignement du ski a été mon guide. Parce qu'à force de travailler là-dedans, et puis d'innover, de créer, de chercher à être plus... En fait, je voulais être le meilleur moniteur de ski, c'est un comble, c'est l'ego qui m'a piloté. Comme je voulais être le meilleur moniteur de ski, donc j'essayais de comprendre comment ça fonctionne, et surtout de comprendre les skieurs. Et plus je comprenais les skieurs, plus je pouvais enseigner mieux, quoi. Donc c'est le paradoxe de la vie, des fois, c'est que une envie égotique t'emmène à faire tout un travail initiatique. C'est ça, qu'on va pouvoir mettre ensuite au service de la vie. Ouais. Et ça m'a piloté comme ça. Et comme je voulais être le meilleur moniteur, donc j'étais très très fort, j'avais une très grande connaissance de la mécanique du ski. J'avais des dons dont je me rendais pas compte. Et donc, mais j'avais une capacité à expliquer très simplement les choses et tout le monde pouvait comprendre mentalement. Puis un jour, il y a un Vietnamien, il me dit, ouais, mais entre ma tête et mes pieds, c'est plein de parasites. Et moi, ça m'a fait un tilt énorme. J'ai compris à ce moment-là qu'il ne fallait plus que je parle à la tête des gens. Il ne fallait plus que j'enseigne à la tête des gens. Je me suis dit, il faut que j'enseigne au pied des gens. C'est l'idée qui m'est venue. Il ne faut plus que je parle à la tête des gens, il faut que je parle au pied des gens. Donc je me suis mis à inventer plein de jeux, plein de mises en situation, pour que les gens comprennent de l'intérieur ce qu'avant je leur expliquais avec des mots. C'était ça mon but. Mais en fait, je me suis rendu compte. Donc j'ai commencé à créer beaucoup de choses. Je dormais avec un carnet. Chaque fois que je rencontrais une difficulté avec quelqu'un, je cherchais des pistes, quoi. Et des fois, je me réveillais en pleine nuit, je notais des choses. Et je faisais comme ça, je mettais en œuvre plein de mises en situation. Et moi, dans mon idée, c'était très clair ce que ça faisait travailler, quoi. Puis après 2-3 ans d'expérience comme ça, j'ai eu l'idée de demander aux gens, je mets en place une situation et je demande aux gens qu'est-ce que ça vous a enseigné. Donc le but du jeu, la première situation où j'ai fait ça, c'était de skier en regardant le bas du télésiège. Mais tout le temps, c'est-à-dire de ne pas le quitter des yeux, et puis de descendre en faisant des courbes, mais sans le quitter des yeux. Tout simplement. Juste de dissocier le regard. D'habitude, les gens regardent 10 mètres devant, quoi. Donc là, de regarder tout en bas et de ne pas quitter des yeux et de descendre pour voir ce que ça faisait. Après, je leur demande qu'est-ce que ça vous a enseigné. Les gens, ils m'ont dit des trucs que j'aurais jamais imaginé, quoi. Il y en a un, il m'a dit, j'ai compris pourquoi j'ai pas eu un accident là, il y a un mois. J'ai dit, comment ça? Bah oui, je me
suis rendu compte en faisant ça que je voyais beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais, parce qu'il a pris conscience de la vision périphérique. Il y a la vision focalisée, mais quand tu regardes loin, tu prends davantage conscience de tout ce que tu vois autour de la focalisation. Donc il a pris conscience de cette vision périphérique, et du coup il a pris conscience de comment ça se fait qu'il avait évité un accident un mois plus tôt, ce qu'il ne comprenait pas comment il avait pu l'éviter. En fait, il s'est rendu compte que dans sa vision périphérique, il avait vu arriver les choses et qu'il avait réagi avant même de voir avec sa vision focalisée les choses. Et les gens m'ont tous dit des trucs comme ça qui comprenaient, qui n'avaient rien à voir avec le ski, sauf quelques-uns. Je me suis dit, wow, ça sert à rien que je me demande que je fasse des choses dans l'optique 2, parce que ce qu'ils apprennent, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'imagine. C'est ça. Donc j'ai continué à faire des jeux, à faire des mises en situation, et en lâchant sur le fait que les gens, ils apprennent ce qui est bon pour eux, puis que ça, des fois je ne peux même pas le maîtriser. Je me suis rendu compte que ce n'était pas maîtrisable. Ils reçoivent l'information avec leur propre filtre et ils en font leur propre enseignement. Ce que ça leur enseigne, ça n'a rien à voir des fois. Et je l'ai fait 3 fois quand même l'expérience pour me rendre compte que les gens me donnaient des trucs que je n'avais même pas imaginé. Donc je me suis dit, bon, laisse tomber, c'est pas maîtrisable, ça fait rien, tu fais ce que tu as à faire, et puis continue à enseigner en t'éclatant et en aimant ce que tu faisais, puis voilà, puis après les gens, ce qu'ils apprennent, ça ne regarde pas en fait. Mais ça fonctionnait quand même. Les gens devenaient tous des bons skieurs rapidement, mais sans que je maîtrise, en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas maîtriser ce que les gens apprenaient, quoi. Donc ça fait partie aussi des apprentissages, quoi. Cette histoire-là de me rendre compte que fallait plus je parle à la tête des gens, et puis de mettre en place plein de choses, et puis que finalement ce que les gens apprenaient, ça correspond, c'était pas maîtrisable, que les gens apprenaient des choses que des fois je pouvais même pas imaginer, mais qu'il y avait plein de choses qui à partir du moment où j'étais dans cette dynamique de la joie de transmettre, d'expérimentation, hors code, ça fonctionnait, les gens apprenaient plein de choses, et les gens apprenaient vite plein de choses. J'ai eu plein d'expériences après qui m'ont montré comment ça fonctionne aussi, parce que j'étais devenu quand même assez expert dans le fait de prendre un groupe en charge, et surtout j'ai retrouvé comment ça se fait que les enfants apprenaient si vite. Parce qu'il y a une sacrée différence quand tu enseignes à des enfants qui apprennent très très vite, et à des adultes, ça leur prend un temps de dingue. Parce qu'en fait, les adultes, ils pensent toutes les choses, quoi. Ils veulent savoir tourner dans leur tête avant de le faire. Ils veulent savoir s'arrêter dans leur tête avant de le faire. Et ça, la tête qui contrôle, c'est le plus grand frein, quoi, des adultes pour apprendre. Les enfants, ils n'ont pas ça. Les enfants, eux, la seule chose qu'ils ont envie sur des skis, c'est de glisser. Ils n'en ont rien à fiche de tourner à droite et à gauche ou de s'arrêter. Ce qu'ils veulent, c'est glisser. C'est ça qui les anime. C'est grisant de glisser. Donc les enfants, comme ils vont avec la glisse, ils vont avec la force de vie, quoi, parce que la force de vie sur des skis, elle te fait glisser tout droit. Si tu fais rien, ça te fait glisser. Et comme ils vont avec cette force de vie, ils apprennent très vite. Mais les adultes, eux, ils veulent la contrôler, cette force de vie. Donc ça devient très compliqué. Et je m'étais rendu compte que si les adultes, je leur empêchais de penser et que je les mettais dans des situations où ils n'avaient pas le temps de penser, ils étaient capables d'apprendre beaucoup plus vite qu'avec leur tête. Très très vite même, aussi vite que des enfants. Aussi vite que des enfants. J'ai fait des expériences où les adultes apprenaient aussi vite que les enfants. En une semaine, ils pouvaient descendre toutes les pistes de la station. S'ils ne réfléchissaient pas pendant une semaine. Donc je faisais des cours super intenses. Il n'y avait jamais un temps mort. Il y avait toujours quelque chose où les gens étaient occupés à jouer, à des mises en situation, à focaliser sur certaines choses. Tout sauf ce qui est normalement. Et avec cette intensité-là, les gens apprenaient très vite. Mais parce que en faisant ça, je permettais au corps, à toute la sagesse du corps d'agir, quoi. Toute la sagesse intérieure. À cette époque-là, j'appelais ça la sagesse du corps. Après, je me suis rendu compte que c'était autre chose, mais au début, je pensais que c'était la sagesse du corps, et j'appelais ça comme ça, quoi. Toute cette sagesse d'agir et de permettre à apprendre aussi vite que des enfants. Et ça fonctionnait vraiment. Et du coup, je m'étais rendu compte qu'il y avait des aptitudes psychomotrices, qu'à l'intérieur du ski, dans la technique, il y avait des constantes que tu retrouvais à tous les niveaux de skieurs. Des aptitudes psychomotrices, moi j'ai appelé ça parce qu'il y avait par exemple l'équilibre latéral entre la gauche et la droite, l'équilibre avant-arrière, la dissociation entre le regard et puis le geste, l'équilibre du corps entre le haut et le bas, enfin il y a plein de choses, une dizaine de petites choses comme ça qui te retrouvaient à tous les niveaux. Et
Et je m'étais rendu compte que certains bons skieurs, il leur manquait certains éléments. Il y a certains éléments où ils étaient en faiblesse. Et des fois, des débutants pouvaient être plus forts que des skieurs de haut niveau sur ces aptitudes-là, quoi. Donc petit à petit, j'ai fait des cours où je mélangeais il y avait des gens de tout niveau, 3 jours de ski, d'autres qui avaient 15 ans de ski, qui étaient mélangés dans le même cours. Je faisais des cours sur des pistes toutes douces, mais je mettais en œuvre des choses à ces niveaux-là. Et des fois, les skieurs qui avaient 15 ans, ils étaient moins bons que les débutants. Ça n'en mettait, pour les beaux, c'était pas bon. Mais... Et après, donc ils m'engueulaient, ils me disaient, ouais. Même des fois, je formais des moniteurs que je les mélangeais avec les débutants. Ils me disaient, ah, on fait que tomber avec toi. Je dis, ouais, mais moi, si tu sais pas le faire, moi j'ai vu des skieurs de très haut niveau qui faisaient ça sans problème. Donc si toi tu peux pas le faire, c'est qu'il y a une aptitude qui n'y est pas. Et si tu progresses là-dedans, tu vas forcément être meilleur en ski. Il fallait que je les convainque que s'ils n'arrivaient pas à le faire, c'était pas normal. Donc ça, c'est toute la dimension pédagogique. Enfin, on en reparlera parce que ça va faire un pont avec ta vie d'aujourd'hui aussi, ouais, de toute façon, tout est mêlé. avec ce qui se passe notamment au Népal, et on reviendra sur cette dimension. Mais l'autre trame aussi que j'aimerais un tout petit peu là, d'explorer, mais probablement qui va se mêler avec la pédagogie, mais c'est le principe de guérison. Parce qu'effectivement, tu as nommé qu'effectivement, il y a un engramme de souffrance dans ton histoire de vie, et dans ton site on voit aussi comment ces engrammes, ces violences peuvent être totalement transformés pour retrouver l'état de la paix intérieure et du coup d'être plus dans le flow de la vie, etc. Et donc ça c'est un autre volet important de ça va ensemble. Et qui va ensemble. Et comment la fibre de la guérison, comment ça se met un petit peu en scène ou... Comme je t'ai dit, le ski, c'était comme mon maître, c'était mon espace privilégié, c'est l'espace que la vie m'a donné pour être vraiment moi-même. Donc sur les skis, je me déployais. Mais quand j'enlevais les skis, je reprenais toutes mes casseroles, quoi. Quand je redescendais dans la vallée, j'enlevais toutes mes casseroles. J'étais plus du tout déployé. Sur les skis, j'étais complètement déployé, mais dans la vie de tous les jours, pas du tout. Mais moi, j'ai pris conscience qu'il fallait que je sois... Ce qui m'est venu comme idée, c'est qu'il fallait que je sois dans la vie comme je suis sur les skis. C'était ça l'idée qui m'est venue. Bon, je me rendais bien compte qu'il y avait une grosse différence, et je me dis, il faut que je sois dans la vie comme je suis sur les skis. Aussi libre, quoi. Donc j'ai commencé à faire tout un travail, parce que je me suis bien rendu compte que moi je quittais les skis, et il y a plein de choses qui me venaient à l'intérieur, qui fait que j'avais plus cette liberté et cette aisance d'être moi-même, quoi. J'étais même pas moi-même du tout. Donc il y a tout un travail qui a commencé de guérison, et la vie m'a mis en lien avec des êtres pour que j'avance sur cette guérison. Donc j'ai travaillé avec des Québécois, je suis parti au Québec faire des formations, faire tout un travail de guérison. Donc j'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait des formations autour de la vie intra-utérine, la naissance, le rebirth. Ce qu'on appelle le rebirth au Québec, c'était la renaissance. Autour de, comment on appelle ça, les constellations familiales, la thérapie de la vie intra-utérine et de la naissance. Enfin, plein de choses différentes. Beaucoup de formations. Je n'ai pas forcément été jusqu'au bout. Parce que moi, dès que je suivais des cours, instantanément, il y avait le créateur intérieur qui élaborait plein de choses. Et souvent, j'étais en situation d'accompagner ou de transmettre, et du coup, je me mettais instantanément à recréer des choses à partir de tout ce que j'ai expérimenté. Ta fibre de pédagogue prenait très vite le dessus. Très rapidement. Et de créativité, parce que voilà, quand tu exprimes, tout à l'heure, tu as parlé de... Enfin, je sais plus si on en a parlé comme ça, mais donc, dans la pédagogie, il y a la répétition, et puis il y a l'inspiration créatrice de mise en situation pour justement tout ce que tu as parlé par rapport au ski, de décrocher un peu le mental pour que l'intelligence agisse et fasse qu'on apprenne naturellement. Mais en fait, sans effort. C'est cette intelligence-là qui me guidait. Je savais pas, à ce moment-là, je ne savais pas quelle était la nature de cette intelligence. Maintenant, je connais beaucoup mieux cette histoire-là, mais à l'époque, je ne me rendais pas bien compte, quoi. J'avais pas toujours conscience de ce que je mettais en œuvre, quoi. Je faisais des choses sans me rendre compte des fois de ce que je faisais. Mais... Et dans toute cette période, il y a aussi l'univers du clown qui va s'intégrer, le jeu, c'est-à-dire qu'en ski, à un moment donné, moi, donc j'ai expérimenté beaucoup, j'inventais. Quand j'avais fini la saison, j'écrivais tout ce que j'avais expérimenté, j'écrivais. En fait, j'essayais de comprendre après coup. J'expérimentais, puis après j'essayais de comprendre à quoi ça correspondait tout ce que j'avais fait, quoi. Donc j'avais des copains qui étaient profs de gym, qui étaient formateurs
pour les profs d'éducation physique, avec qui je parlais, puis il m'expliquait des choses, quoi. Parce que moi, j'essayais de comprendre ce que j'avais fait, puis du coup, il m'expliquait des choses. Ça m'a permis de mieux de me rendre compte du travail que je faisais spontanément, sans réfléchir. Et donc, plusieurs hivers, je faisais ça, je faisais des expériences, après j'écrivais des choses. Finalement, c'est devenu un livre sur l'enseignement du ski. Et en fait, j'ai développé toute une nouvelle approche de l'enseignement et de la pratique du ski, quoi. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais plus rien apprendre en ski. J'avais été jusqu'au bout, quoi. Et que comme j'avais pas de diplôme, j'étais barré pour pouvoir aller plus loin, quoi. Il aurait fallu que je fasse la formation de formateur ou des trucs vraiment plus poussés, quoi. Mais c'est pas possible parce que comme j'avais pas de diplôme, dans le monde du ski, c'est très très fermé. Donc j'étais barré et je me suis rendu compte que j'allais devenir un fonctionnaire du ski. C'est l'idée qui m'est venue. Si je continue, je vais devenir un fonctionnaire du ski, je vais vivre sur mes acquis, et je ne vais plus rien apprendre. Cette perspective-là, pour moi, ce n'était pas supportable, donc j'ai décidé d'arrêter. Personne n'a compris parce que je commençais à être super connu. Et les gens me disaient, mais t'es fou. Je dis, ouais, mais je ne peux pas continuer, quoi. J'apprends plus rien, et je vais devenir un fonctionnaire du ski. C'est vraiment la pire chose qui puisse m'arriver. J'avais l'impression de mourir. Pour moi, c'était mourir, ça. De vivre sur mes acquis, c'était mourir. C'était plus vivant, quoi. Donc j'ai arrêté. Et ce qui m'est venu, mais ça m'est venu vraiment ça m'est tombé du ciel, ça pour le coup, c'est de faire tout un travail avec le clown. Mais ça, j'aurais jamais eu l'idée dans ma tête, moi, ça. J'étais tellement pas à l'aise avec moi-même que faire clown, je peux même pas imaginer ça. Mais ça m'est venu comme ça tout d'un coup, clown. Je dis, mais c'est une excellente idée, ça, clown, ça rentre partout, ça va dans les écoles, pas besoin de diplôme, ça peut travailler, ça peut faire, ça peut tout dire. Donc dans ma tête, en fait, à ce moment-là, je m'étais retrouvé après le ski, je me suis retrouvé instituteur. Mais ça, c'était pas prévu non plus. Moi, j'avais un don avec les enfants. En fait, depuis tout petit, vu ma façon de vivre, vu ce que j'ai vécu dans ma vie, j'étais pas du tout à l'aise avec les adultes, jamais à l'aise. D'ailleurs, je savais jamais quoi dire, j'étais pas du tout doué pour tous ces trucs-là. Par contre, avec les enfants, ça passait super vite, quoi. Dès que j'allais dans un endroit, je me retrouvais avec tous les enfants, très rapidement, quoi. Donc, une fois, j'étais dans un village, et je me retrouvais avec tous les enfants, et j'ai joué toute la journée avec eux. Et puis, je suis retourné dans ce village 4 mois après, et les gens sont venus me voir et m'ont dit, tu veux pas faire un stit? Et je suis tombé des nues, je dis, j'en ai aucune idée. Et les deux nuits qu'on suivi, j'ai pas dormi de la nuit. J'avais des millions d'idées qui me traversaient. Je me dis, ça va, j'ai compris. C'est ce qu'il faut que je fasse, quoi. Donc j'ai accepté. Et je suis parti là-dedans comme en ski, quoi. Totalement sans filet, en inventant tout, comme ça me venait, quoi. Donc j'ai fait l'école à Belle. C'est ça. Complètement différente. Je faisais tout ce qui me passionnait avec les enfants. Je leur ai appris à skier, bien sûr, dans le champ. Il y avait un champ sous l'école. Je leur ai appris à skier, et puis on a fait plein de trucs. J'ai fait que des trucs interdits, hein. Beaucoup de choses interdites. T'es dans l'école de la vie, toi. Ouais. Mais bon, si j'avais suivi les normes, j'aurais rien pu faire, quoi. C'est ça. J'ai pris énormément de risques, mais en même temps, j'avais appris en ski à étudier, à écouter toujours, parce que en ski, je prenais beaucoup de risques. J'emmenais les gens dans des endroits hors piste, je passais dans des endroits dangereux, donc, même avec des enfants. Donc j'ai toujours écouté si ça me disait oui, si ça me disait non, toujours. J'avais toujours cette écoute avant de faire quelque chose, de dire ça dit oui, ça dit non. Quand ça disait non, je ne sais pas. Quand ça disait oui, j'allais. Et j'ai pu vérifier qu'il y avait une sagesse qui guidait, parce que des fois, je disais aux gens, on descend là, mais vous ne descendez pas là-bas, vous ne passez pas à 15 mètres à droite, parce que là-bas, ça va partir. Et il y avait toujours un qui n'écoutait pas, puis qui filait là-bas. Et fou, ça partait, quoi. Donc j'avais vérifié que cette sagesse-là était pertinente. Et avec les enfants, quand je me suis retrouvé à l'école, je faisais pareil. Je faisais des choses qui n'étaient pas permises, mais si ça me disait oui, je le faisais. Si ça me disait non, je le faisais pas. Des fois, ça me disait non pour des trucs où le mental disait mais il n'y a aucun danger. Oui, mais ça dit non, donc je le fais pas. Puis il y a des fois, le mental disait t'es fou, c'est super dangereux. Ça me disait oui, donc je le faisais. C'est ça. Ouais. Donc, c'est une loi universelle d'amour. Ouais, parce que je me suis rendu compte que c'était toujours pertinent, quoi. C'est ça. Que ça marchait. J'ai fait des trucs super dangereux avec des adultes ou des enfants qui étaient vraiment dangereux. Il ne fallait pas que quelqu'un tombe, quoi. Et si ça me disait oui, je savais que ça allait bien se passer. Et si ça me disait non, je n'allais pas. Et j'avais expérimenté que si j'écoutais pas ça, je m'en prenais. Tu avais un retour de bâton.
J'avais un retour de bâton, j'avais expérimenté pour moi, Mm. que ça marchait comme ça. Donc, ça, j'ai toujours écouté ce genre de choses. Ça m'a guidé énormément. C'est ça qui me guidait. C'est ça qui me permettait de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. Parce que- Et qu'est-ce que quel mot tu pourrais dire sur le chemin de guérison? La voie de la guérison, c'est une voie d'amour, c'est une voie d'acceptation. Qu'est-ce que, peut-être de manière très synthétique en tout cas, qu'est-ce que tu sens? Je sais qu'aussi il y a quelque chose qui ressort dans ton site, dans ta vie d'aujourd'hui. Tout ça, ça t'a amené à une grande simplicité. Alors, je ne sais pas si ça fait des liens, des ponts, Ouais, ouais. mais peut-être qu'il y a quelque chose. La guérison, c'est simple. C'est ça. Ça, c'est sûr. Quand c'est compliqué, c'est pas le bon chemin. Parce que quand c'est compliqué, c'est la tête qui intervient. Et quand la tête, elle intervient, elle fout le bazar, hein, généralement. Le mental met le bazar dans les choses. Soyons clairs. Moi, je peux te dire ce que j'ai appris après coup. Je l'ai pas, ça m'a pris des tas d'étapes, hein, mais bon. Je me suis rendu compte que toutes les blessures intérieures, eh ben, ce sont comme nos maîtres, en fait, en quelque sorte. Les épreuves sont nos maîtres. Les blessures, les mémoires avec lesquelles on vient de blessures antérieures qui peuvent venir de la vie intra-éthérique ou d'autres vies, ce sont nos maîtres aussi. Tout est là pour nous initier à rencontrer qui on est vraiment, pour nous initier à connaître la vie, à nous connaître nous, à connaître la vie, donc à connaître le divin. Tout est fait pour ça. Enfin, c'est ce que je me suis rendu compte. Hein. C'est ça le but. C'est un chemin de connaissance. La vie est un chemin de connaissance. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on dit que Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Et depuis, tout a capoté. Mais en fait, non, c'est vraiment la vie est un chemin de connaissance. Et pour moi, c'est clair que c'est le but de toute vie. Elle n'est pas faite pour être confortable, la vie. Parce que si elle était faite pour être confortable, on l'aurait vu depuis longtemps. Alors, on ne voit pas ça. Hein. C'est pas du tout confortable pour personne. Pendant un temps, ça peut être confortable, mais tu as des tas d'épreuves, tu as des moments très difficiles. C'est pas fait pour être confortable. Par contre, si tu apprends de toutes les situations de ta vie, t'es pas pareil après, ça c'est sûr, t'es pas pareil. Dès que tu apprends, dès que tu acceptes l'initiation et que tu apprends ce que tu as besoin d'apprendre, ça change la donne, quoi. C'est un chemin où tu te rencontres. Oui, c'est un chemin où tu te rencontres, où tu rencontres tous ces aspects-là de toi. Dès que tu rencontres ce qui est blessé, tu rencontres ce qui est perturbé, tu rencontres ce qui est enfermé, tu rencontres ce qui est tout petit, tu rencontres toutes les croyances négatives, tu rencontres toutes ces choses-là. Et ça fait partie du chemin de rencontrer tout ça. Parce que tant que tu ne les rencontres pas, tu ne les connais pas. Tant que tu ne les connais pas, elles te pilotent. C'est elles qui agissent. Donc les gens se croient libres, mais en fait, ils ne sont jamais libres du tout, parce que c'est des réactivités qui décident, c'est des envies qui décident, c'est des désirs qui décident, c'est des réactions qui décident, souvent, la plupart du temps, des réactions, ou des vieilles mémoires qui décident. Parce qu'il y a toute une mécanique dans tout ça. Moi, je me suis rendu compte que tout ça, c'était une mécanique, que c'est très cohérent, quoi. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, il paraît qu'il y a une dame en orange qui avait été méchante avec moi. Et du coup, quand j'avais entre 0 et 1 an, les gens orange, je criais dès que je voyais les gens orange. Parce que orange, c'était associé à méchanceté. Et donc, c'est le genre de mémoire, quoi. C'est ça. Mais en fait, une fois que tu rencontres ça, tu te rends compte que c'est juste une mémoire, quoi. Et juste de le voir, ça dissout. Oui, parce que voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es présent à ce qui est là. Et quand tu es présent, la présence, c'est à la fois de la conscience et aussi c'est de l'amour parce que ça accueille. Et donc c'est de la conscience parce que ça voit les choses et c'est de l'amour parce que ça accueille. Tu ne peux pas voir si tu n'accueilles pas. Donc la présence te permet à l'amour et à la conscience de descendre à l'intérieur de ces aspects-là de toi, de ces dimensions-là de toi, à l'intérieur des mémoires, à l'intérieur des traumatismes. Et c'est ce qui va permettre de voir avec un autre regard ce qu'on avait enfermé dans une compréhension limitée des choses, quoi. Oui, ça devient une richesse après. Ça devient une richesse, mais pendant longtemps, ça ne l'est pas. Et à un moment donné, d'un seul coup, tu découvres la richesse qu'il y a là-dedans. Dès que ça permet à la conscience et à l'amour de descendre au fond de ça, ça devient une richesse. Parce qu'il n'y a aucune blessure qui est un puits sans fond, quoi. Beaucoup de gens font un travail sur eux-mêmes en pensant que les plus grosses blessures, c'est un puits sans fond. Il ne faut surtout pas aller là-dedans parce que sinon, ils vont se perdre complètement et devenir fous pendant des années. Mais c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Parce que le fait est qu'il n'y a pas une blessure qui se pose sur rien. Une blessure, elle se pose sur une partie de toi, elle se pose sur qui tu es, elle ne se pose pas sur
pas sur qui tu crois, elle se pose sur qui tu es. Il y a quelque chose dessous de qui tu étais avant. C'est ça. Et qui tu étais avant, c'est souvent beaucoup plus sage, beaucoup plus spontané, beaucoup plus pur, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus aimant, beaucoup plus Oui, c'est ta dimension d'être. avenant. Oui, Mm. et les blessures se posent sur cette dimension-là. Et petit à petit, on s'enferme. On s'enferme dans des tas de croyances et on s'enferme sur nous-mêmes en oubliant totalement qui on a été. Parce qu'il y a tant de blessures qui se sont mises en œuvre que notre système de protection autoguidé fait tout pour nous éviter à nouveau des souffrances, quoi. Donc, ça fonctionne d'une façon très simple, quoi. C'est que notre système de contrôle intérieur, il y a un système de contrôle qui se met en place dans le mental pour éviter tout ce qui fait mal. Donc dès que tu as des situations qui te font mal, ben là, ça te dit un peu de les éviter, quoi. Et sauf que ce système de contrôle, il n'est pas du tout... Tu les évites ou alors tu vois toute la violence, tu la vois, c'est à la faute de l'extérieur, oui, mais c'est pas moi, c'est l'autre. C'est toujours par rapport aux autres et par rapport à la vie, sauf que et ce système de contrôle, il est automatique, il est naturel, c'est inné, parce que c'est un système de protection pour éviter à nouveau d'avoir mal. Mais si tu te laisses guider par ça toute ta vie, c'est un véritable enfermement, quoi. C'est un vrai piège, parce que le système de contrôle, il n'est pas du tout axé dans la connaissance, il n'est pas piloté par l'amour et la conscience, quoi. C'est juste une réaction aux choses. Oui, qui te maintient dans la survie. Voilà. Et tu ne peux pas te fier à ça, quoi. À un moment donné, ça demande de sortir de ce système de contrôle, parce que lui, mais en même temps, il a servi. Il t'a fait éviter des tas de situations, il t'a guidé pour éviter les fautes. Jusqu'à un point, il sert, mais à un moment donné, il ne sert plus du tout, quoi. Ça devient un frein. À un moment donné, ça demande de le remettre en question, de plus se fier à ce système de contrôle, parce qu'il ne t'amène pas dans la connaissance, quoi. Il t'amène à mettre plein de barrières à droite, à gauche, plein de barrières à l'intérieur, qui sont des enfermements, quoi. Donc à un moment donné, ça demande de sortir de ça, de remettre en question ce système de contrôle, de dire ok, merci, tu as bien travaillé, je t'ai écouté, tu m'as bien guidé, mais maintenant, il faut que je fasse confiance à quelque chose de plus grand, quoi, à la présence d'une autre dimension. Et est-ce que le chant, justement, il a cette vocation un peu dans ce que tu proposes? Parce que Abel, il tourne un peu en France, un peu partout, avec des chants de guérison, des chants à la fois issus de la tradition indienne, védique, des mantras, mais aussi issus de ta propre créativité, des chants qui te sont inspirés, clairement, et qui ont vocation à soutenir justement la rencontre avec l'être, avec l'essence. Comment tu vois le chant là-dedans? Toutes les chansons que j'ai écrites depuis 82, elles avaient ce but-là au départ. Ça a été des initiations. Soit ça a été des initiations, ça a été des rappels, ça a été des guidances, ça a été des expériences qui m'ont enseigné des choses. Toutes les chansons au début, je les chantais pas, je les chantais pour moi, quoi. C'était pas ces chansons-là, elles étaient trop intimes, quoi. Je les donnais pas. Après, petit à petit, c'est venu, parce que quand j'ai créé Orama, c'est un groupe que j'ai fondé en 2012. Après, en 2015, je suis venu ici chanter en Bretagne, et puis j'ai rencontré Sylvine et Dominique, qui étaient bretons. Qui font partie du groupe. Qui font partie du groupe. Le harpiste. Et à ce moment-là, quand je faisais des concerts, j'avais un petit sac où j'avais... En fait, toutes mes chansons, j'avais noté des titres sur des cartons. Et donc, avant de faire un concert, avec ceux avec qui je jouais, on sélectionnait certains chants qu'ils connaissaient, et on les mettait dans le carton, dans mon sac magique, là, il y avait une quarantaine de chants. Et après, pendant le concert, plutôt que de prévoir d'avance, je demandais aux âmes de tirer un chant, quoi. J'allais avec ça. Et Sylvine, la coquine, elle avait glissé des chants à moi dedans. De temps en temps, elle glissait des chants à moi dedans, parce qu'elle m'avait entendu quand on s'amusait ensemble, quand on était en répétition, des fois je chantais un chant de deux, alors elle avait glissé des chants dedans. Il y en a qui sont sortis en concert, donc quand ça sortait en concert, je ne pouvais pas faire autrement que de les donner, quoi. Si ça sortait, il y avait un sens, quoi. Donc petit à petit, ça a commencé un peu à sortir comme ça. Mais au début, c'était pas... C'est des chants qui étaient venus, qui m'étaient donnés pour que je me rappelle de choses. Il y en a certains qui ont été carrément... Le premier a été une sacrée initiation que je me rappellerai toute ma vie. Puis il y en a d'autres, c'était pas aussi fort, mais c'était toujours des guidances. Où maintenant, il y a des chants, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est 15, 20 ans après, je me rends compte de tout ce qu'il y avait dans le chant, quoi. Je dis, waouh. Il y a des chants qui racontent l'avenir, en quelque sorte. Au moment où ils sont venus, ces chants-là racontent ce qui s'est passé 15-20 ans plus tard, quoi. Je ne m'en étais pas rendu compte, ça, je me rends compte après coup. C'est ça.
des chants un peu d'anticipation, de prophétie, de préparation à ce qui vient. Ouais, moi j'ai toujours chanté, donc après à un moment donné, comme je disais, je savais plein de chants, puis à un moment donné, j'en avais marre de chanter tous des chants qui ne me correspondaient pas, donc j'ai fait, à un moment donné, il est venu le temps où j'ai fait une sélection, j'ai dit, bon, maintenant je garde que les chants qui touchent mon cœur. Donc j'ai éliminé, je sais pas, j'ai éliminé au moins 600 chants dans tout ce que j'avais, quoi. J'ai tout jeté, et j'ai gardé que ceux qui touchaient mon cœur, et à partir de là, j'ai commencé à chanter tous les chants sacrés, des mantras, des choses comme ça, des chansons mais que je ne donnais pas encore, quoi, mais finalement... C'est ça qui me guidait. Donc je faisais ça avec le sac magique. Ça donnait des concerts totalement différents. Le même sac magique, 3 soirs de suite, 3 concerts totalement différents. Et oui, génial. C'était marrant de voir comment il y avait une sagesse qui pilotait ça, avec des enchaînements que moi j'aurais jamais fait, que je trouvais complètement incongrus et qui fonctionnaient super bien, quoi, sur le moment. C'est vraiment il y a une conduite vers la guérison, parce que derrière, c'est par rapport aux besoins du public, de ce que vient... Et ce que je faisais, c'est que je faisais ça, et je parlais, et j'avais mis ce que j'appelle le tapis volant. Je mettais 2 places pour que les gens puissent s'allonger. À chaque chant, il y avait 2 personnes qui s'allongeaient, qui recevaient le chant. Ben, j'étais bien conscient que ça faisait un travail de guérison, mais je ne l'ai jamais partagé, parce que je ne voulais pas partager ça. Je me disais juste que je faisais des concerts participatifs, je faisais cette mise en scène, et il y avait souvent un travail de guérison qui se faisait. Mais moi, j'en parlais pas, parce que je voulais pas que les gens viennent avec des idées préconçues dans les soirées pour chanter. Je voulais que ça les prenne par surprise, quoi. Donc j'en ai jamais parlé pendant des années. C'est juste depuis 1 an que je commence à parler de ça. Avant, je n'en parlais pas du tout. Maintenant, je l'assume davantage, et puis je fais vraiment des sacs de guérison comme ça, quoi. Mais avant, je ne le faisais pas. Sinon, il y a trop de prégnance de ça. Et donc, un autre point là, que j'aimerais aborder avec toi, de ton actualité, et notamment une actualité qui t'a fait arriver au sommet, dans les zones du sommet du monde, là, des côtés du Népal, dans les hauteurs du Népal, à la rencontre, tu vas nous en parler un peu, mais qui vont te conduire à rencontrer, alors son nom va m'échapper là tout de suite, mais... Ramchandra. Ramchandra, ça veut dire la lune. La lune, ok. Ram, c'est le divin. Okay. Et Das, c'est le serviteur. Ramchandra Das. Ramchandra Das, qui a donc fondé un Sri Aurobindo Center au Népal, et qui a un programme du coup pédagogique pour les enfants, notamment en difficulté. Et toi, tu t'inscris là-dedans. Alors raconte-nous un peu là. Voilà. Quand j'ai enregistré le premier album, on a enregistré avec le groupe Orama, on a commencé à enregistrer un premier album, Vibration, qui s'appelait en 2014. Ça c'est pareil, ça faisait un bout de temps que les gens disaient tu devrais enregistrer, mais pour moi c'était un Himalaya ce truc-là. Et enregistrer, je ne connaissais rien du tout. Pour moi c'était un truc super compliqué, quoi. Donc je voyais pas comment m'y prendre. Et à un moment donné, j'ai chanté pour Rama. Alors c'est marrant parce que la personne qui a mis ça en œuvre, elle n'était pas là. Les gens qui devaient chanter avec moi, ils n'étaient pas là. Je me suis retrouvé à chanter avec des gens que je ne connaissais pas. Il y a des gens d'Ama, ils m'ont dit c'est pas grave, on va te trouver du monde pour chanter avec toi. Et ça a tellement enthousiasmé les gens que il y a quelqu'un qui vient à moi qui dit il faut que tu enregistres. Et moi j'ai dit d'accord. Je n'avais aucune idée, mais j'ai simplement dit oui à ce moment-là. À partir de là, ça s'est mis en œuvre, quoi. À partir de là, la vie m'a fait rencontrer un homme que je ne connaissais pas du tout. Puis les gens ont poussé, c'est eux qui ont pris rendez-vous et tout. Et on est allé le voir et il me dit alors pourquoi vous venez me voir? Il dit c'est parce que les gens ils veulent qu'on fasse un album. Ils nous ont dit de te rencontrer. Bon, d'accord, et vous faites quoi? C'est quoi votre projet avec la musique? C'est toucher les âmes. Ah, d'accord. Et montrez-moi ce que vous faites. Donc j'étais avec une amie, on a chanté 2-3 mantras. Je dis bon, je ne crois pas au hasard, d'accord. Je vais vous aider. C'est un gars super connu. Enfin, c'est un gars, il n'est pas très très connu, mais il est super connu dans son milieu. C'est une pointure, quoi. Il fait travailler des gens super connus. C'est quelqu'un, on lui téléphone, il s'en va le lendemain à Saint-Pétersbourg pour faire un concert. Ça, c'est vraiment une pointure. Mais lui, ça lui plaisait. Et en même temps, il était prof de méditation, et ça lui a plu notre approche, et il a dit je vais vous aider. Donc, ça, c'est... Et entre les deux sessions d'enregistrement, nous, on voulait donner 10% à quelqu'un qui nous inspire. On ne savait pas qui. Et entre les 2 sessions d'enregistrement, il y a ce fameux Ramchandra Das qui est passé à côté de chez moi avec la première fille qu'il a accueillie dans l'ashram.
qui dansait. Et il a expliqué ce qu'il faisait au Népal. Puis j'ai dit, waouh, c'est exactement ce qui nous anime. Ils travaillent avec les enfants défavorisés. Ils faisaient du chant sacré, ils font de la danse, ils font des arts, ils font de l'agriculture bio, ils font du yoga. Ils travaillent sur les enseignements, avec les enseignements de Mère et Sri Aurobindo. Et je dis, voilà, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un à qui on peut donner. Et je lui ai écrit pour dire, voilà, on sort un album et on va vous donner 10%. Mais il ne m'a pas répondu. Et ça, c'était l'été 2014. Et 7-8 mois après, il y a eu le tremblement de terre. Il y a un gros tremblement de terre. C'était un tremblement de terre très puissant, 8,5 ou 8,7, je crois. C'est un truc super fort. Donc l'ashram a perdu, il y a 2 bâtiments, ils ont perdu 2 bâtiments, et il n'y a eu aucun problème. Ils ont été vraiment miraculés, aucun enfant blessé. Il y a toute une histoire autour de ça. Et moi, nous, on avait commencé à vendre le CD, quoi. Donc je me suis dit, bon, c'était le moment de donner l'argent, puis je me suis dit, bon, il a vachement plus besoin que nous, donc j'ai donné l'argent le double. Et puis à partir de là, il a commencé à m'écrire. Et après, je savais qu'après le tremblement de terre, plus personne n'allait au Népal, parce que les gens avaient peur. Il n'y avait plus du tout. Ça s'est tout arrêté. Et donc moi j'ai dit, en février, je pars au Népal, parce que je sais qu'ils ont besoin qu'on aille là-bas, ça leur fait des revenus, etc. Donc s'il y en a qui veulent venir, donc on est parti à 8 pour aller là-bas. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'Inde, elle faisait un blocus depuis 7 mois. Moi, je suis allé en février, donc mi-février, ça faisait 7 mois que l'Inde avait bloqué la frontière. Parce que le Népal voulait refaire sa constitution, donc il voulait faire une constitution laïque, et l'Inde faisait pression pour qu'il fasse une constitution hindoue. Et comme le Népal ne voulait pas, ils avaient bloqué la frontière. Donc il n'y avait plus rien qui circulait pour pouvoir reconstruire le Népal. Donc le ciment ne venait plus. Il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus d'électricité, donc il y avait 4 heures d'électricité par jour, dont 2 en pleine nuit. Il n'y avait plus d'essence, il fallait faire 3 jours de queue pour avoir plein d'essence. C'était la folie, quoi. Et je suis arrivé en plein dans ce moment-là, et à partir de là, ça s'est plus enchaîné, quoi. Après, il est venu en France quelques mois après, j'avais organisé des événements en France. Et puis après, j'ai organisé un voyage avec Orama, avec la compagnie, pour faire un voyage enchanté là-bas, une caravane enchantée. Puis après, tout s'est enchaîné, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand on a fait la caravane en 2017, on a été à l'automne avec Orama. Donc on a été dans l'ashram, il y a 3 ashrams, un à Katmandou, un dans le sud du Népal, à Terai, la plaine fertile, qui est la jungle, puis un dans le village où il est né, qui est en pleine montagne, qui était loin de tout. Et on avait été en montagne, et le premier soir, il a commencé à raconter des trucs de sa vie. Et Sylvine, qui joue avec moi dans Orama, elle est aussi romancière, elle avait toujours un truc pour enregistrer, et du coup elle a enregistré. Et puis, comme c'était passionnant, on a continué le deuxième soir pour qu'il nous raconte d'autres trucs, quoi. Donc elle est revenue avec son truc. Ce qui fait que dans la semaine, on a enregistré 10 heures comme ça, il a raconté sa vie. Ok, et c'est ça qu'elle avait le livre? Oui, ah, oui, en français. Okay. Et c'était elle qui devait le faire, parce qu'elle a dit à Ramchandra, mais t'as une vie incroyable, il faut en faire un livre. Elle a dit d'accord. Donc elle, comme elle est romancière, elle était censée le faire. Wow. Sauf que, donc ça c'était l'automne 2017, elle était censée commencer, et moi, à l'été 2018, je sens qu'il faut que j'aille faire un long séjour au Népal. C'était évident qu'il fallait que je parte 5 mois là-bas, qu'il fallait que je fasse un break, quoi, dans ma vie. Et donc je pars en septembre, et juste avant, je fais quelques concerts. Je viens en Bretagne faire quelques concerts, et 2 jours avant de partir, Sylvine, elle me dit tout bon, j'ai pas avancé avec le livre, j'ai juste un peu commencé, je te donne tout, parce que toi, Ramchandra, c'est ton ami, tu vas là-bas, ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire le livre. Ah. Et donc je pars au Népal, et j'arrive, je rencontre Ramchandra, je lui dis, Sylvine, elle n'a pas avancé sur le livre, elle m'a tout donné, c'est à moi de l'écrire. Je dis, ah c'est bien. Et je dis, oui, mais moi, je n'ai pas prévu de faire l'ordinateur. Hein. Justement, je vais en Népal parce que je veux couper avec le travail de l'ordinateur. Ah, mais c'est pas grave, on en a reçu 20 hier, on va t'en donner un. Qui me donne un ordinateur? J'étais un peu décontenancé parce que moi, je voulais vraiment plus faire de l'ordinateur, quoi. Et puis, j'ouvre l'ordinateur, mot de passe. Je ne le connais pas. Alors, je vais le voir, il me dit, t'as le mot de passe de l'ordinateur? Non. Et la personne qui les a amenés va la voir. Je lui dis, t'as les mots de passe de l'ordinateur? Non. Quand t'as amené des ordinateurs, t'as pas les mots de passe? Non. Comment on fait pour entrer dedans? Je sais pas. Essaye ça et ça et ça. Comme c'était un entreprise qui travaillait autour des enfants, elle dit, essaye ça et ça et ça. J'essaye, rien ne fonctionne. Je dis, mais vraiment, tu peux pas demander à quelqu'un d'avoir le mot de passe?
Mais non, j'ai plus contact avec les gens et tout. Impossible. Bon, je me dis, je vais faire ça à l'intuition. Je reviens dans l'ordinateur, je tape un truc, paf, ça s'ouvre. Il fallait que tu l'écrives. Ouais, il fallait que je l'écrive. Et puis après, en même temps, Ramchandra m'avait dit, oh, si tu écris le livre, il y a une Hollandaise, elle a enregistré il y a 6 ou 7 ans, elle a enregistré plus de 50 heures. À l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, je me rappelais beaucoup de choses. C'est en anglais, mais bon, tu peux récupérer tous les enregistrements et comme ça t'aidera pour faire le livre. Alors il me dit, je te donne son adresse email, tu lui écris. Alors moi j'écris à cette dame, voilà, je vais écrire le livre de Ramchandra, il me dit de récupérer tous les enregistrements. Et puis lui, il reçoit un mail le lendemain. C'est qui cet Abel? Je ne le connais pas. Il est hors de question que je donne les enregistrements à qui que ce soit. Plus de nouvelles. 2 jours après, j'ai cherché sur Internet. Bon, j'ai entendu un mantra, ça m'a touché, donc c'est ok, je lui donne. Je dis, ouais, mais comment ça va venir? Et Ramchandra, il dit, il y a quelqu'un qui vient demain, peut-être qu'on peut s'organiser pour qu'il récupère tout ça. Je téléphone, plus de nouvelles. 3 jours après, il y a quelqu'un qui arrive avec une énorme clé. Et je me suis retrouvé à écrire le livre. Ça m'a pris 7 mois, j'ai fait que ça. Plus aucun moment, plus aucun temps mort, 15 à 18 heures, 20 heures d'ordinateur par jour. Ouais. Et donc oui, je rappelle là pour vous qui écoutez que vous pourrez découvrir donc toutes les infos sur ton site Infinitaire et il y a notamment une possibilité de commander ce livre de l'histoire via le site. Ouais, parce qu'il a une histoire incroyable. Oui, il quitte à 12 ans le Népal, il se retrouve en Inde, dans l'armée, il quitte l'armée, il va au yoga à Pondichéry, à l'ashram de Sri Aurobindo. Ouais. Bon, c'est vraiment passionnant. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cela si ça vous dit. Donc ma vie, elle est comme ça, tu vois, plein de choses qui s'entremêlent tout le temps. Et moi, je suis le vent. Le flot. Je suis le vent, ça, je vais là où ça me dit. Ouais, en tout cas, super, c'est bon. Et là, on a juste quelques petites touches, hein, mais c'est pour donner un peu voilà comment, à un moment donné, on dit oui à la vie et puis qu'on se laisse un peu... C'est un mariage de lâcher prise et d'action. Ça, c'est pas fait du jour au lendemain. J'ai appris d'abord... Je me suis rendu compte... Pour conclure, je sais pas où on en est dans le temps, mais oui, c'est bien. Oui. Je me suis rendu compte que cette intelligence que j'appelais l'intelligence du corps, c'était une intelligence beaucoup plus vaste, qu'elle est incommensurable, que c'est l'intelligence de la vie, avec un grand V. Et puis cette intelligence-là, c'est elle qui nous anime. C'est elle qui nous permet de penser, c'est elle qui nous permet de voir, c'est elle qui nous permet de respirer, parce qu'heureusement que ça ne dépend pas de nous. Hein. C'est elle qui fait qu'on est tout le temps à 37 degrés, que le cœur fonctionne. Il y a une intelligence phénoménale qui nous anime, qui anime l'univers. On a des atomes qui viennent des étoiles, qui sont nés dans l'explosion d'étoiles. C'est le seul endroit où ces atomes sont créés, c'est dans l'explosion d'une étoile. C'est ça. Et c'est dans notre corps, quoi. Il y a une interrelation, il y a une intelligence phénoménale qui nous anime. Et je me suis rendu compte que cette intelligence, c'est ça qu'on appelle Dieu, en fait. C'est l'intelligence pure. Ça a à voir avec la conscience, ça a à voir avec la présence, ça a à voir avec la sagesse, ça a à voir avec toutes les grandes dimensions, toutes les grandes attributs du divin, c'est la même chose. Tout ça. Le divin, c'est de l'intelligence pure. Cette intelligence, elle est très concrète, quoi, parce qu'on en profite en permanence, on l'utilise en permanence. Mais il est possible de l'écouter et de se rendre compte que notre intellect utilise cette intelligence. Et on peut mettre notre intellect au service de cette intelligence. Et là, ça devient beaucoup plus magique. Quand on dit la magie, l'âme qui agit, ça fait que c'est magique. Les choses sont magiques quand la magie, mais l'âme, elle est connectée à cette intelligence. Donc quand j'écoute cette intelligence, les choses deviennent magiques. Et ça crée des vies comme ça. Les choses, ça fait, les miracles viennent de là. Les synchronicités. Les synchronicités, les intuitions, les miracles viennent de cette intelligence. Sont mises en œuvre par cette intelligence. Et si j'avance avec cette intelligence, la vie, elle est hors norme. Elle se fiche totalement de nos règles humaines. Totalement. Moi, je me suis retrouvé directeur d'école, payé par l'éducation nationale, alors que j'ai aucun diplôme et que j'ai fait aucune formation. Et à ce sujet, on est bien dans une période où justement, quelque part, toutes les configurations, les agitations, les chaos sociétals nous invitent à sortir de ces lois humaines qui sont bien absurdes souvent pour retrouver cette loi de la vie qui est totalement parfois à l'inverse de notre rationalité et qui est libre de tout ça. Qui est totalement libre de tout ça. Moi, ça fait pendant des années, j'ai travaillé avec le Népal, je gagnais rien, j'avais pas d'argent, j'étais bénévole.
Mais la vie m'a toujours donné. Mais je ne peux pas vivre longtemps au Népal, parce qu'au Népal, je ne peux pas passer plus que 5 mois par Ouais, an. après, visa. Donc il faut bien payer un loyer, il faut habiter quelque part, il faut acheter à manger, il faut payer l'essence pour se déplacer. Mais la vie m'a toujours donné ce dont j'avais besoin, pas plus. Donc je ne vis pas avec beaucoup, j'ai appris à vivre avec très peu, avec la moitié d'un SMIC. Mais j'ai toujours ce dont j'ai besoin, toujours depuis le début. Depuis que je me suis lancé à suivre ça, quoi, parce que ça demande aussi d'être libre, de se rendre compte que ça fonctionne, que la vie te donne tout ce dont tu as besoin. Mais des fois, il y a des étapes où tu vois pas comment ça va venir. Il y a des fois, tu sais pas où c'est que tu vas crécher, tu sais pas où c'est, comment tu vas avoir, comment l'argent va venir. Même ça vient tout le temps, ce sont du autre. Donc ça demande quand même d'avoir foi en ça, d'avoir expérimenté que ça fonctionne, que ça te laisse pas tomber, qu'il y a toujours, ça te donne toujours la solution au moment où il y a besoin, au moment où il y a besoin. Pas 2 jours avant, ni 2 heures avant, au moment où il y a besoin, ça te la donne. Donc c'est quand même, pour apprendre ça demande d'apprendre à faire confiance à ça, quoi. C'est ça. Et d'expérimenter. Et je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps où justement les paramètres extérieurs changent énormément et on est poussé justement, bah non, c'est que maintenant, là, c'est que dans l'instant que ça va naître, ce dont l'inspiration, l'intuition. Ouais, ça c'est sûr. Maintenant, plus les gens vont aller vers ça, plus ça va être facile pour eux de s'en sortir dans toutes les galères qui sont en train de se tramer dans le monde. Parce que la vie, ça ne devient pas vraiment facile si on est piégé par ça, quoi. Si on a peur. Mais cette intelligence-là, il y a vraiment, elle nous prend en main totalement, elle nous donne tout ce dont on a besoin tout le temps. Même si on ne sait pas comment. Super. Ça fait un beau mot de la fin. Et en tout cas, je tiens aussi à signaler que je vais mettre donc ton site internet. Tu te déplaces en France pour des soirées, des chants, donc de te contacter, mais vous trouvez toutes les infos sur le site. Oui, les gens peuvent m'inviter aussi, parce que pour l'instant, j'ai pas un gros programme, j'ai pas un grand programme. Exactement. À la rentrée. Donc c'est ça, vous pouvez organiser la venue de Abel par chez vous si vous en avez l'élan, si l'histoire vous touche, si vous êtes touché. En tout cas, ton site Infinitaire, il y a plein de choses. C'est un grand arbre avec plein d'informations. Et donc, n'hésitez pas à aller puiser, écouter les chants d'Abel et puis l'inviter si vous en avez l'élan, le cœur. Et en tout cas, pour l'avoir vécu, c'est des très belles soirées. J'aime l'innocence que ça me fait toucher à l'intérieur. Ça réveille l'enfant libre. Quand j'écoute les chants, je chante les chants qu'Abel propose. Et donc, merci. Gratitude et namasté, comme on dit. Namasté. C'est devenu naturel chez moi. J'ai tellement passé de temps au Népal que maintenant, namasté, c'est ancré. Je le fais partout en France aussi. Je te Même reconnais. si les gens ne connaissent pas. C'est ça. Même si je ne le dis pas, je fais le geste en tout cas. C'est ça. C'est devenu naturel. Parce que c'est tellement beau, namasté. C'est ça. C'est quand même plus beaucoup de bonjour, quoi. C'est le divin ici, il reconnaît le divin là, il s'incline devant le divin. Les bonjours, dans tous ces pays-là, les bonjours sont des vrais bonjours. Enfin, c'est des vrais saluts, quoi. L'âme salue l'âme. L'être salue l'être. C'est pas juste un bonjour comme ça, superficiel. C'est beau, ça. Namasté à tous.